Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'astro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'astrologie uranienne, pour vous faire une petite introduction sur le sujet, parce que je suis en train de m'emballer sur mon blog en ce moment à faire des analyses dans tous les sens, quasiment tous les jours je fais une nouvelle analyse en astrologie uranienne. Alors pas que, mais c'est quand même assez... voilà, c'est quand même cette astrologie qui prend plus le pas en ce mois de novembre, car pour faire un petit rappel, si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo qui date maintenant depuis quelques temps, j'étais dans l'astrologie, enfin je suis toujours dans l'astrologie tropicale depuis maintenant, j'ai commencé en 2019. Alors après, je vis astrologie, hein, je ne fais plus que ça depuis 2019. Et puis voilà, j'étais bien là-dedans, j'ai fait pas mal de thèmes et tout ces dernières mêmes années. Et j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube. Eh bien, début d'année, non, peut-être un petit peu plus, oui, peut-être mars, un truc comme ça, mars-avril. Donc je suis partie à fond là-dedans, jusqu'à ce que, quoi, qu'est-ce qui se passe au mois de juin, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, c'est écrit dans les énergies, eh bien, je me remette à étudier mais l'astrologie védique et l'astrologie uranienne. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu étudier ces deux autres astrologies parce que je suis curieuse et parce que peut-être que des choses aussi me manquent en astrologie traditionnelle. Et puis surtout très curieuse de voir pourquoi on n'avait pas les mêmes grilles de lecture, pourquoi c'est différent, pourquoi en astrologie indienne on retrouve pas Uranus, ni Neptune, ni Pluton, comment ça peut marcher quand même, et puis c'est quoi ce carré, etc. Puis alors l'astrologie uranienne, je suis tombée dessus tout à fait par hasard, si le hasard existe bien entendu. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, comment c'est possible? Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu sur l'astrologie uranienne pour m'apercevoir que je comprenais pas grand-chose quand même. Donc je me suis remise sur l'astrologie védique et j'ai bien avancé dessus. Et puis je suis revenue peut-être aussi... parce que une personne dont j'ai parlé dans mes vidéos sur Create Your Paradise a fait une petite vidéo sur mon cas sur sa chaîne YouTube et ça m'a vachement épatée. Donc j'en parle, c'est la chaîne astrologie Siv, S-Y-V. Il a très très peu d'abonnés, donc il parle aussi d'astrologie uranienne. Quand je dis qu'il a très peu d'abonnés, c'est parce qu'il faut peut-être aller chercher. D'abord, c'est quelqu'un qui, si vous tapez Siv dans YouTube, vous allez voir des mangas surtout. Donc il faut descendre un petit peu. Et donc, c'est une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, mais je trouve sa chaîne très intéressante. Et en fait, il fait plein d'études de cas et il a travaillé sur mon thème. Il a répondu à ma question, quand est-ce que mes projets vont enfin pouvoir voir le jour? Parce que ça fait quand même, pour ceux qui me suivent, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté Paris, que j'ai quitté mon taf, que j'ai tout quitté pour Create My Paradise. Et on est toujours en chemin. Alors bien sûr, c'est le chemin le plus beau, ce qui est le plus beau et le plus important, et blablabla, et blablabla. Mais un jour, c'est bien quand même de pouvoir, voilà, de pouvoir concrétiser ses rêves, n'est-ce pas? Donc, je lui ai posé cette question et puis il m'a répondu en vidéo. Et quand j'ai vu quand même la précision de son étude, je me suis dit, non, il faut vraiment que je me remette à cette astrologie parce qu'elle m'a l'air quand même assez épatante, édifiante, toutes ces choses-là. Là, là. Et il faut savoir que c'est quand même une astrologie que très peu pratique. Alors, on a Kevin Meunier qui pratique l'astrologie uranienne, d'ailleurs auprès de qui je me forme. On a Madi Jasper également, et puis Siv. Et en fait, qui d'autre, je ne sais pas. Alors, il y en a sûrement plein d'autres, peut-être, qui n'ont pas des chaînes YouTube. Mais c'est quand même pas une astrologie très, très connue. Et j'ai également cherché aux États-Unis. Je suis tombée sur une super nana, alors je ne sais plus du tout son nom, qui expliquait les planètes et puis qui a fait 2-3 analyses et puis plus du tout de vidéos de sa part. Et j'en ai trouvé aussi une autre, mais alors là, les vidéos, c'est des vidéos de 3 heures à chaque fois, ça démarre pas tout de suite, etc. Celle-ci, j'ai un peu lâché l'affaire, mais en fait, tout ça pour dire que je trouve très peu de personnes auprès de qui... c'est toujours bien d'avoir en fait plusieurs personnes auprès de qui s'inspirer, se former, etc. Parce que je pense que chaque astrologue a son approche aussi, selon sa sensibilité, selon ses dominantes planétaires, j'ai envie de dire. Donc voilà, et c'est vrai qu'on trouve très peu sur le sujet. Alors peut-être qu'il y en a plus en Allemagne, je crois que dans les pays d'Asie également, mais je ne parle pas allemand et je ne parle pas thaïlandais, parce que je crois que c'est surtout en Thaïlande. Enfin bon, bref, voilà. Et puis au niveau des livres, alors pareil, hein, j'en parlais pas mal sur Create Your Paradise, et ben c'est assez difficile de s'en procurer. Alors il y en a qui je sais pas, qui ont... je perds beaucoup mes mots.
c'est pas possible, ça va commencer comme ça. Qui ont vu un peu le filon peut-être, qui ont vu que certains bouquins n'étaient pas forcément édités ou qu'il y en avait peu sur le marché, etc. Quand tu cherches parfois des livres d'astrologie uranienne, t'en as qui les vendent 250 €. Tu dis ok, super, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est quand même une astrologie déjà qui est surprenante de par le fait qu'elle soit rare. Et puis au bout d'un moment où on commence à se former avec cette astrologie, enfin sur cette astrologie, enfin en tout cas quand on commence à prendre connaissance et puis à fouiller un petit peu, on se dit oui, elle est quand même assez spéciale. Alors peut-être que c'est pour ça qu'elle s'appelle astrologie uranienne, pour Uranus. Alors il paraît que non, mais selon un autre livre, il paraît que oui. Donc, écoutez, je n'en sais rien au final. Mais après, je trouve que ça lui va bien parce que astrologie uranienne, sachant qu'Uranus, c'est quand même la planète de l'originalité, de l'excentricité, des nouvelles technologies, de la science, de toutes ces choses-là. Moi, je trouve que ça lui va bien. Mais c'est aussi une astrologie qu'on appelle l'astrologie de l'école de Hambourg, puisqu'en fait, elle vient eh bien, d'Alfred Witte, c'est le fondateur de cette astrologie, qui a fondé vers les années, je crois que c'est vers 1925, quelque chose comme ça. Hein. Alors, j'ai pas peut-être les dates précises en tête, mais en tout cas, c'est par là. L'école de Hambourg, où eh bien, ils apprenaient l'astrologie uranienne, où ils fondaient l'astrologie uranienne. Ensuite, il y a eu un petit cercle d'initiés, voilà, pour apprendre cette astrologie. Mais en fait, à l'époque, c'était quand même plutôt moqué et c'était mal vu. Et du coup, encore plus par les nazis qui, je crois qu'ils ont été carrément persécutés avec cette astrologie-là. Ils ont brûlé les livres. L'astrologie, enfin ça a été interdit plus ou moins. Hein. Et c'était même un petit peu chaud cacao, puisque Alfred Witte s'est donné la mort. Alors je crois que c'est l'histoire. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse réellement, bah, vous irez plus fouiller, il y a quand même des infos à ce niveau-là, mais enfin, ceci dit, j'ai regardé un petit peu, c'est les infos que j'ai. Est-ce qu'il y en a plus que ça? Je ne sais pas, peut-être. J'avoue que j'ai pas été creusé dans les livres non plus sur les personnages de l'astrologie uranienne. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, j'ai tellement envie de découvrir cette astrologie que je verrai pour les détails après. Mais en gros, il se serait suicidé parce qu'il aurait vu aussi dans son thème que les nazis allaient débarquer pour amener sa famille et lui dans des camps de concentration. Ou alors, est-ce que c'était pour protéger sa famille, et puis en même temps je me dis bah attends, s'il s'est suicidé, c'est que c'était ça qui était écrit dans son thème, non? Parce que plus j'avance dans l'astrologie uranienne et plus je me dis mais en fait est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Est-ce que j'ai l'impression que tout est écrit, du moins plus ou moins, mais la mort va être peut-être écrite. Alors tout ça, c'est des sujets, je reviendrai en vidéo juste pour faire des astropapotes et pour me poser toutes les questions. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je me pose 15 millions de questions et c'est vachement intéressant de savoir si, bah, effectivement, la mort est-elle vraiment écrite pour tout le monde. J'ai l'impression que selon des thèmes, bah, elle est vraiment... c'est maintenant et c'est pas à un autre moment. Et je vous invite de nouveau à aller sur lesfoodastro.fr où j'écris l'article sur Florence Artaud où on voit tellement... partout des signes comme quoi ce jour-là elle allait mourir dans cet accident d'hélicoptère. Et en même temps je regarde le thème, alors ça j'ai pas encore posté l'article, d'Alexis Vastine, je crois que c'est comme ça, qui était avec elle, ainsi que Camille, je me souviens plus du nom de famille, bref, en tout cas dans le thème d'Alexis Vastine, moi je vois moins clairement que ce jour-là c'était le jour où il devait rejoindre l'au-delà. Donc est-ce que ça veut dire qu'il aurait pu l'éviter? Est-ce que ça veut dire que non, que c'était quand même son heure, mais que peut-être que j'ai pas vu vraiment toutes les figures planétaires qui allaient dans ce sens, peut-être que c'était un peu caché. Alors on le voit, mais pas aussi clairement que par exemple Florence Artaud. Donc voilà, donc je trouve que cette astrologie uranienne, elle pose vraiment beaucoup de questions, de par déjà donc son originalité, mais aussi par la censure. Pourquoi les nazis ne voulaient pas que cette astrologie soit pratiquée? Peut-être qu'on en voyait justement trop sur ce qui se cachait derrière. On a l'impression que dans cette astrologie, finalement, il y a les choses qu'on ne peut pas savoir, les choses qui sont cachées, en fait, dans certaines analyses, on les voit.
Hein, par exemple, je sais pas, moi, des accidents qui ont été commandités ou des trucs qu'on dit, ah ben mais attends, mais c'est peut-être pas Adona, pourquoi on a ces figures-là? C'est peut-être que finalement, ça venait de plus haut. Donc peut-être que cette astrologie-là, voilà, ils se sont dit, bon, on va les laisser avec l'astrologie traditionnelle, ça va peut-être un peu moins dans le détail, bon, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc que je me repère un petit peu là, que je me recentre. Donc Alfred Witte, voilà, il a fondé donc cette astrologie-là. Il a trouvé 4 nouvelles planètes, ce qu'on appelle des transneptuniennes, parce qu'à l'époque Pluton n'avait pas été découvert. Donc ils n'ont pas pu les appeler transplutoniennes, puisque Pluton n'existait pas. Je crois même, oui, 1930, hein, je crois que c'était, je ne sais plus exactement. Bon, j'évite de parler plutôt que de dire des bêtises, il faut que je me renseigne avant. Donc Pluton n'existait pas, donc il a trouvé 4 nouvelles planètes et ensuite son acolyte qui a continué d'ailleurs les travaux de Witte après sa mort et a permis aussi d'étendre un petit peu cette pratique. Il y en a un troisième mais je me souviens plus des noms. Bref, en tout cas lui, Friedrich Sigrind, je crois que c'est Sigrind, je ne sais pas exactement comment prononcer l'allemand. Lui, il a trouvé 4 hôtes transneptuniennes quelques temps après. Donc on a 8 nouvelles planètes dans cette astrologie uranienne qui sont en plus hypothétiques. Donc vous imaginez bien que à l'époque, déjà, c'était du n'importe quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que si vous allez regarder sur Wikipédia, si vous tapez Alfred Witte, pour en apprendre plus sur lui, c'est, je crois qu'ils appellent un amateur astrologue ou présumé astrologue. Enfin, tu lis ça, tu dis OK. Donc, celui qui regarde juste ce qui est écrit et qui va pas plus loin, il se dit OK. Donc, en fait, lui, c'était un petit astrologue de pacotille. Mais le mec, il a quand même réussi à trouver donc de nouvelles planètes, donc il y a les éphémérides, etc., parce qu'il a regardé un petit peu tous les mouvements. Puis d'ailleurs, vous dites peut-être, mais comment il a inventé des nouvelles planètes? Est-ce que moi-même, je peux rajouter une planète? Ce serait bien ça, pour rajouter des planètes. Mais en même temps, non, il a beaucoup travaillé. Comment il a fait? Donc quand il a été envoyé à la guerre, vu qu'il qu'il était quand même astrologue, il s'est dit, je vais essayer de prévoir les bombardements, de savoir où est-ce que ça va frapper, etc. Et en fait, il s'est aperçu, au fur et à mesure de sa pratique astrologique, que il tombait toujours à côté. Donc il s'est dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, quand même, je me dis, chapeau le mec, parce que moi, j'aurais vu ça, peut-être que je me serais dit, en fait, l'astrologie, c'est juste bidon, et puis c'est tout, et puis c'est bidon. Non, lui, il s'est dit, non, ça marche, mais il doit manquer certaines choses, ou ça doit peut-être se pratiquer autrement. Bref, je ne sais pas exactement ce qui s'est dit dans sa tête, mais en tout cas, il a commencé à analyser, où est-ce que tombaient les bombardements. Mais je me dis, quand même, c'est comment tu... chapeau bas l'artiste, parce que faut quand même le faire, de se dire donc à quel moment, donc la longitude, la latitude, donc ça tombe là, putain, faut vraiment en vouloir. Donc super, et puis merci à lui, parce que quand même on a une super astrologie là. Et du coup, à chaque fois que, je sais pas, qu'il y avait des bombardements quelque part, il notait, puis au fur et à mesure, il en a déduit des planètes hypothétique, et il s'est rendu compte que dans le futur, à force, effectivement, ça tombait toujours au même endroit. Il y avait toujours une planète qui manquait, et puis dès qu'il rajoutait celle-ci, puis après il a vu selon les éphémérides pour voir comment ça gravitait, etc. Et par exemple pour Cupidon qui parle des unions, il a analysé des thèmes avec des dates où les gens s'étaient mariés, ou alors quand la famille avait été peut-être séparée par la guerre, etc. Et puis à chaque fois, il faisait ses petites analyses, ses recherches, du tri dans tout ça. Et puis il a découvert comme ça 4 planètes, 4 nouvelles planètes, voilà, qui faisaient clairement sens dans l'analyse de thèmes. Voilà, alors bien sûr, il n'a pas fait 5 thèmes, il a dit ils sont mariés là, moi j'ai une planète là, c'est bon, à mon avis c'est ça. Non, parce que vraiment, quand vous pratiquez l'astrologie uranienne, vous vous rendez compte que ça marche. Et que c'est flippant, en fait, tellement ça marche. Je bois un coup. Donc, il a découvert Cupidon, il a découvert Hadès, il a découvert Zeus et Chronos. Et ensuite, lui, alors dans l'ordre, faudrait que je les fasse dans l'ordre. Moi, tout est visuel, tout est dans ma tête. C'est pour ça que parfois, j'ai du mal à retenir les infos, parce qu'il me faut des schémas. Si je n'ai pas de schéma, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais démarrer par la fin, parce que j'ai le petit carré Poséidon. Je vais regarder là, tout simplement. Je vais pas, un moment, faut arrêter d'être bête. On a Apollon, voilà. Apollon, Admète, Vulcain et Poséidon. Et je vous en parle bientôt. Voilà, je vais vous faire un petit topo sur les planètes, les transneptuniennes. Mais déjà, je voulais vous parler du zodiaque à 90 degrés. Comme on peut voir, là, c'est une roue de
90 degrés. Ok. Alors, c'est quoi cette carte? Donc 90 degrés, si on regarde, 90 plus 90, 180. Et 180 plus 180, 360. Donc en gros, c'est un zodiaque divisé par 4. Alors j'ai bien aimé l'exemple de Kevin Meunier que je vais reprendre. C'est comme si vous aviez une pizza à 360 degrés, que vous aviez plein d'ingrédients d'un côté, vous repliez la pizza, il y a les ingrédients qui viennent de l'autre côté, vous repliez de nouveau la pizza et vous avez les ingrédients qui viennent de l'autre côté. Donc on a tout plein de planètes qui sont, tous les points, les planètes, etc., qui sont concentrés dans un quart, finalement, de cette roue à 360 degrés. Vous avez compris, hein? On plie, on replie, on replie. On a tous les ingrédients à ce niveau-là, donc les planètes. Et on réétend, voilà, on réétend la pâte jusqu'à 360 degrés, ce qui nous fait une nouvelle part de pizza avec une pâte beaucoup plus fine. C'est un peu l'arnaque, mais voilà, c'est un peu le principe. Je trouvais que la façon dont il expliquait ça, c'était bien imagé pour comprendre le truc. Voilà. Donc, comment on replace ces planètes-là? Parce que bien sûr, alors je ne sais pas si sur Internet on peut trouver, je regarde si ça marche bien, ouais. Parce que j'ai eu un problème de micro, j'ai fait déjà une vidéo de 40 minutes et en fait on n'entendait rien, donc je la refais. Voilà, c'est chiant de refaire les choses. Mais bon, en même temps, comme ça, après on s'améliore au fur et à mesure, c'est ce que je me dis. Donc, je reprends. Et je sais plus ce que je disais, 90 degrés, le zodiaque, nanana. Comment on place en fait les planètes sur une roue à 90 degrés? Parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver des sites internet. Si, il y a justement le site internet de cette dame là qui fait des vidéos de 3 heures. Alors elle me fait rire parce que moi j'aurais trop peur de lui poser une question. Parce qu'en fait c'est en live avec des gens qui lui posent des questions et c'est en anglais. Et donc elle prend des... Enfin, c'est pas une vidéo pour vous parler d'elle, mais parce qu'elle me fait rire. Parce qu'elle t'engueule les studantes là qui posent des questions. Ah, ok, donc c'est ça toute la vidéo. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Ça doit être très intéressant. Mais en tout cas, elle, c'est chez elle qu'il y a une application. Et donc, à la limite, s'il y en a qui sont intéressés, écoutez, dites-le moi et puis j'essaierai de retrouver. Où vous vous connectez et en fait, elle vous fait, vous rentrez vos données de naissance et elle vous fait la carte uranienne et carrément avec les symétries d'axes. Alors, ça ne va pas vous parler, mais en fait, elle vous... Voilà, c'est assez sympa ce qu'elle fait. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français. Sinon, sinon, je vais vous dire comment vous pouvez replacer vos planètes natales dans une roue de 90 degrés. Mais je pense que ce serait quand même plus simple d'aller directement se connecter à ce site web, enfin, cette application qu'elle a faite en ligne. Voilà, mais est-ce que je vais la retrouver? Parce que j'avoue, du coup, j'ai un peu laissé tomber. J'ai un peu laissé tomber, mais bon, rigolo, assez rigolo. Dis, moi, je pose pas une question. Hein. Elle me faire engueuler en plein live. Bon, attends, c'est drôle. Alors, donc, comment on remet les planètes, etc. Déjà, je vous explique comment on va retrouver les planètes. Donc, vous voyez, ici... Alors, je me suis perdue. Commençons par le commencement. Déjà, en astrologie uranienne, on n'a plus de maison, on n'a plus de signes. On peut avoir des maisons, comme on le voit ici dans la roue de 360 ou même dans la roue de 90. Quand vous faites ça, vous trouvez quand même maison 7. Voilà, on voit maison 7 ici. Le MC, il est en maison 10. Et encore que ça dépend du système de maison parce qu'il y en a une pelletée. Et pour l'instant, je ne suis pas vraiment formée aux maisons. Je n'ai pas encore creusé le sujet. Donc voilà, mais globalement, on peut faire du prévisionnel, on peut déjà lire un thème sans avoir besoin des maisons. Quant aux signes, on s'en sert pas non plus. Et au niveau des aspects, c'est pareil, il n'y a plus d'aspects. Donc en gros, c'est basé sur un système de mi-point. Voilà, de mi-point, mais avec un minimum quand même de 3 figures. C'est-à-dire, ici, par exemple, on voit bien que là, c'est un mi-point. On voit bien qu'entre Neptune et entre Uranus se trouve une autre planète, Hadès. D'accord? Donc en fait, ça va plus être sous forme d'équation A, Neptune, plus B, Uranus égale Hadès. Donc la combinaison de ces deux planètes va donner ça. Donc on va vraiment, par exemple ici, nœud nord Jupiter égale Admète. Voilà, alors après ça sera plus subtil que ça,
Mais moi, je vous fais juste vraiment un topo global, hein, c'est pas un cours non plus. Mais par exemple, le point bélier, on va voir qu'il est au milieu de Jupiter, Zeus. Jupiter. Hop, show screen brush. Jupiter, Zeus, ils sont où? Jupiter, il est là. Zeus, hop, et on va voir ici. Voilà, on voit bien que la flèche ici, elle se trouve au milieu. On voit bien également que ça se trouve au milieu de Mars, Hadès, que ça se trouve au milieu de d'ici tout simplement. Hein. Hop, 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 hop. Hein. Mince, non, là, non. Là, quand même. Voilà, bon, vous avez compris le système pour les mi-points, enfin, en tout cas dans sa globalité. Donc j'en reviens aux signes, comment on les replace, comment j'enlève déjà ça, comme ça. Ici, j'ai l'impression que je me suis un peu égarée, je veux tout dire en même temps, du coup je ne sais plus ce que je veux dire exactement. Si, je sais que je vais vous dire comment on replace ces planètes dans la route 90, mais je vous parlais des aspects. Donc effectivement, on ne va plus avoir les carrés, les oppositions, les conjonctions, même si carrés, oppositions et conjonctions, finalement, elles vont nous apparaître comme des conjonctions dans le thème de 90. D'accord? Et ensuite, les aspects à 45 degrés et 145 degrés, donc on a sesqui carré et semi-carré, eux, on va les avoir en opposition dans le thème à 90. Voilà. Mais on n'aura plus, vous voyez, maintenant, on a ce système de roue, hein, qui nous montre à chaque fois ce qui est connecté, les mi-points. Et ensuite, on a le livre d'Alfred Witte, voilà, avec toutes les... Alors, j'ai le rond de la lumière, là. Avec les règles pour les figures planétaires, où justement, on va trouver les définitions de Jupiter, c'est pas celui que je voulais faire, mais Neptune et Uranus. Et ensuite, on va chercher, hop, Hadès, et ça va nous donner une définition. Voilà, bon, on le fera plus tard. Ok. Ensuite, donc comment, j'en reviens pour la troisième fois, comment sont placées finalement les planètes dans cette roue, eh bien, ça va, le thème va se diviser, attendez, je vais le faire comme ça, hop, c'est pas ça que je voulais faire non plus, c'est pas possible, hein. Voilà, là, en fait, ça va être comme ça. Vous voyez, on va prendre le 30 ici. Attends. 3 parties. Ici, ce sont les planètes qui sont dans des signes cardinaux qu'on va retrouver. Ici, ce sont des planètes... Alors d'ailleurs, je l'ai très mal fait, celle-là, donc ça ne va pas du tout. Essayons quand même d'être précis. Voilà, ici. Ici, on va retrouver toutes les planètes qui se retrouvent dans les signes fixes. Et ici, les signes mutables. Donc ici, on a Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ici, pour les signes fixes, on a Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et ici, on a les signes mutables. Donc, on aura les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Et quand on regarde, je vais passer en Ghost Mode. Got it. Quand on regarde, on va essayer de voir, eh bien là, il y en a quand même une majorité. Donc, ça veut dire que Michael Jackson avait une majorité de signes fixes. Et si on regarde, eh bien, on a Neptune, qui est bien là. Neptune fixe. Lion, on a Uranus, Vénus, Mercure, là, qu'on a donc ici. Hein. Et fixe, on a également, eh bien, lui, il est vraiment limite de chez limite. Admet, il est dans le signe cardinal, pardon, j'avais pas vu. Hadès, Mars et Chronos. Voilà. Chronos, fixe. Lui, il est où? Ouais, bon, il est vraiment sur le truc. Et j'étais où? Moi, je me suis perdue, là. Je regardais quoi? Les signes fixes, c'est ça. Hop, Hadès. Et c'était là que je voulais revenir. Ok. Ok, c'est bon. Donc, il est bien dans la partie
fixe. Ok. Ok, d'accord. Et là, signe... Donc, on va retrouver tous ceux qui sont dans Gémeaux, Sagittaire, Poisson. Et il m'en manque un... Vierge. On a le Soleil en Vierge. On a Pluton. On a Zeus. On a Apollon. On a Saturne MC. Et on a Lune AS. Et là, on a Vulcain. Non. Si, pardon, Vulcain. Ok, bon. Ensuite, pour calculer où est-ce qu'on va les mettre sur le degré, en fait, c'est très simple. On va prendre, par exemple, Uranus. Et puis, on va tout simplement soustraire 90 degrés à 133. D'accord, 133,30 moins 90. On arrive à 43,30 qu'on replacera à 43,30 dans... Vous voyez, ici, on voit bien qu'il est à 43, 1, 2, 3, 43, 30. Voilà. Et si jamais il arrive qu'en ayant soustrait 90, on arrive encore à par exemple 114 degrés, ça rentre encore pas dans la roue, eh ben, on ressoustrait 90. Donc voilà, c'est très, finalement, c'est très simple. Hein. On peut démarrer comme ça directement. Donc par exemple, Pluton, il est à 151. On va le faire avec la calculatrice. Vous allez voir. Voilà. Donc j'ai dit Pluton. J'ai déjà oublié, ouais. Oh, hé Bon. Il veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, Pluton, il est à 152 et 10. Ok. Voilà, on va le faire comme ça parce que là, ça va pas vraiment poser problème. Moins, j'ai mis moins, 90, on arrive à 62. Donc là, c'est bon, il peut se mettre dans la roue de 90. Voilà, 62, 10. Ok. Bon, je vous ai montré comment on pouvait replacer les planètes. Et puis après, pour les transneptuniennes, eh bien, je crois que sur AstroThème, je crois, mais j'ai pas testé, on peut afficher les transneptuniennes sur la route 360 et puis à vous de retranscrire de la même façon que je vous ai montré là. Ok. Voilà. Bon, désolé, c'était un peu brouillon. Je sais pas pourquoi je suis partie un petit peu dans... J'ai eu des absences. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, je me reconnecte et maintenant, je vous fais un petit topo rapide parce que ça fait déjà quelque temps que je parle. Un petit topo rapide sur les transneptuniennes. Et là, j'aimerais bien effacer ça. Non, bon, je suis en... Voilà. Alors, les transneptuniennes. On démarre par Cupidon. Donc, Cupidon, c'est tout ce qui symbolise l'union. D'accord? Donc, l'union, ça va symboliser aussi, donc enfin, aussi, j'ai encore pas commencé, mais le mariage, la famille, les communautés, les groupes. C'est les personnes avec qui on s'unit. On s'unit aussi quand on fait, enfin voilà, pour tout ce qui est communauté, etc. Mais ça peut parler de petites entreprises, ça peut parler de la société, donc de la petite société, mais aussi de la société en astrologie mondiale, la société. Ça parle également de l'art, hein. On pourrait dire que c'est des communautés, par exemple, artistiques, ou c'est des... Voilà, ça parle aussi de l'art. Et d'ailleurs, on peut voir le cycle de Jupiter avec Vénus, ici. Comme ça peut nous rappeler que ça parle également d'art, d'amour, de mariage, de communauté, de toutes ces choses-là. Ça peut aussi nous parler de foyer. Dans le cas d'un déménagement, on peut voir Cupidon. Donc voilà, le cocon. C'est vraiment les personnes finalement avec qui on se lie, hein, avec qui on... Voilà, avec qui on se lie, avec qui on s'unit. Donc dans les mariages, vous verrez Cupidon. Ensuite, on a Hadès qui est ici. Donc il n'y a pas la même signification que Pluton. Pluton en astrologie uranienne, c'est plus le fait de se transformer, d'évoluer, les choses qui se transforment et qui évoluent. Par exemple, un Pluton-Saturne, ça va parler d'une évolution entravée. Ou alors...
Ouais, mais j'ai pas encore parlé d'Admet, mais Pluton, Admet. Admet, c'est toutes les choses qui sont vraiment statiques, qui ne bougent pas, donc qui peuvent prendre fin, qui symbolisent l'arrêt. Ça va être vraiment l'évolution qui s'arrête, quoi. Par exemple, dans le cadre d'un décès, on pourrait voir un Pluton, Admet. Bon, donc, Hadès, ça va prendre un petit peu finalement la signification de Pluton en astrologie traditionnelle et ça va nous parler de la mort. Pourquoi ça nous parle de la mort? Parce qu'en fait, Hadès symbolise les choses qui manquent, les choses qu'il n'y a plus, qui ne sont plus là. Donc ça peut nous parler de la mort, du passé, des choses occultes, des choses cachées. Voilà, c'est vraiment ce qu'il n'y a plus, ce qui manque. Ça peut donc aussi parler de la pauvreté. Ça peut parler aussi de tout ce qui est bas, donc tout ce qui est vil, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est acte vraiment ignoble, parce que c'est des actes bas. Alors je pense à ça parce que là je vois Mars, Hadès, Mars, l'action, des actions méchantes. Ça peut parler de meurtre par exemple. Du Mars Hadès, voilà, on peut être sur le meurtre. On peut aussi être sur l'occulte. Moi par exemple j'ai ça dans mon thème, Mars Hadès. Eh bien ça va parler effectivement du travail dans l'occulte, mais aussi d'un temps d'inactivité au niveau du travail, puisque ce qui manque, c'est le travail, ça peut aussi symboliser ça. Ça peut également symboliser le meurtre, malheureusement. Ça peut parler aussi de méchanceté de nous-mêmes ou d'autrui. Moi, il est lié avec l'ascendant, ça peut faire référence notamment au harcèlement pour ceux qui connaissent et qui me suivent sur Create Your Paradise. Donc ça peut parler de la méchanceté des autres, mais ça peut aussi parler, parce que l'ascendant symbolise l'environnement en astrologie uranienne, eh bien, ascendant Hadès, ça peut parler d'un environnement où on trouve des malades, parce que Hadès symbolise aussi la maladie. Donc on pourrait dire par exemple ce qui est sale dans le corps, parce que ça fait aussi un lien avec la maladie. Ascendant Hadès, le fait de se retrouver dans des environnements où il y a des malades. Donc Mars Hadès, travailler avec des gens qui sont démunis ou des gens malades. Voilà, vous avez un petit peu compris le principe. Mais j'aime bien parler de l'exemple de mon thème avec ce ascendant Mars Hadès, parce qu'effectivement, je vis un petit peu toutes ces symboliques qu'on peut y trouver. Les hôpitaux, les opérations, la méchanceté, lien avec le harcèlement, le travail dans l'occulte, la période d'inactivité, puisque j'ai passé quand même quelques années avant de trouver ma voie au chômage. Donc voilà, ça va symboliser toutes ces choses-là. Hadès. Là, je vous ai fait le lien avec Mars. Ensuite, vous avez Zeus. Zeus, donc ça, c'est tout ce qui est création, procréation, donc fertilité, puisque la procréation, c'est on peut produire des œuvres d'art, mais on peut également produire un enfant. Voilà. Donc procréation, mais c'est aussi la direction, je dirais la volonté, le fait de vouloir, de se donner des objectifs, et puis c'est un peu l'orientation. Ça représente également le travail. Mars représente le travail, mais Zeus aussi, le fait de faire, de produire quelque chose. Et du coup, même chose que j'ai pu dire pour Mars, eh bien finalement, un Zeus Hadès, ça pourrait être le manque de travail, la période de chômage également. Donc voilà pour Zeus. Le fait de produire. Par exemple, ici, dans le thème de Michael Jackson, Chronos, ça représente tout ce qui est grand, je vais y venir. Ça peut représenter les créations, donc ça pourrait être... ça peut représenter le fait que Michael Jackson ait produit énormément de choses et créé énormément de choses, et c'est vraiment des grandes œuvres qu'il a pu faire, que ce soit ses clips, ses musiques, tout, même lui-même est une œuvre... Enfin voilà, il était exceptionnel, ce gars, et qui était toujours en constante évolution avec Pluton. Voilà, bon. Ensuite, on a justement Chronos. Chronos qui est tout ce qui est grand, comme je l'ai dit, tout ce qui est imposant. Si par exemple on trouve dans le cadre d'une explosion, je dis n'importe quoi, mais ça va être l'explosion majeure, ça va être le chef, l'autorité, l'indépendant, ça peut représenter également l'État, les hautes instances. Mais ouais, Chronos, on peut le trouver aussi sur
le fait d'être un grand expert, je sais pas, je pense à Chronos Apollon, qui va nous parler aussi un peu d'expertise, de science, de choses comme ça. Donc c'est tout ce qui est majeur. Voilà, c'est un peu ça, tout ce qui est majeur. Ou officiel. Voilà, officiel également. Par exemple, vous avez Chronos Cupidon, c'est le mariage officiel. Chronos Vénus, ça pourrait être le grand amour. Alors pas que, hein, je vous donne certaines définitions, mais il y en a plein d'autres. Mais voilà, vous voyez tout ce qui est officiel, grand, statué, ce genre de choses. Et puis, il y avait autre chose que j'ai peut-être oublié dans Chronos. Non, j'ai parlé de l'état. Oui, ça va parler aussi de travail. Quand on recherche, par exemple, un travail, on va trouver généralement Chronos. Ça peut aussi représenter, donc comme je l'ai dit, le chef, l'indépendant, etc. Mais ça peut aussi représenter l'employé, le fonctionnaire, celui qui travaille justement au service de l'État. Ensuite, pourquoi j'ai toujours ça? Hop. Alors, ensuite, on a Apollon, justement. Donc, on peut voir hein, le sigle Jupiter avec le signe des Gémeaux. Donc, ça peut donner déjà un petit peu des renseignements sur ce que symbolise cette planète. Comme je l'ai dit, on va retrouver ici cette notion de... d'expert, de scientifique, de la personne qui va rechercher Jupiter, on va donner de l'expansion aux Gémeaux. Le Gémeaux, c'est celui qui est curieux de tout, qui pose des questions, qui veut un petit peu tout savoir, qui se renseigne, qui est curieux. Hein. C'est le stade de l'adolescence. Et dans le zodiaque, hein, je parle, pour en revenir un petit peu au signe. Et le stade des Gémeaux, c'est justement l'enfant qui se pose des questions surtout. Pourquoi ceci. Bref. Et avec Jupiter, on peut voir un petit peu ce côté expansion. Donc, ce qui peut symboliser le scientifique, l'expert, celui qui vraiment maîtrise son domaine. Mais ça représente également l'expansion, l'élargissement. J'avais en tête une certaine ascension, hein. Et ça représente aussi tout ce qui est succès. Voilà. Élargi, c'est pareil, c'est le fait d'élargir les horizons, l'expansion, la renommée, le succès. Quand vous avez un Apollon avec un Jupiter, eh bien, ça peut être la grosse rentrée d'argent, mais aussi un grand succès. Si vous avez Apollon avec Uranus, alors c'est marrant parce que autant ça va représenter soit l'astrologue, Uranus, Apollon, ça peut représenter l'astrologie, mais ça peut aussi représenter le succès soudain. Et là, par exemple, avec Jupiter, la rentrée d'argent soudaine. Voilà. Donc, c'est Apollon. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur Apollon? Eh bien, non. Voilà. C'est tout ce qui prend de l'ampleur. Voilà. Donc, si tu es à côté on peut le voir aussi comme ça amplifie. Hein, un petit peu comme Jupiter en astrologie traditionnelle qui amplifie les planètes qu'elle touche. Ensuite, on a Admet. Donc, Admet, j'en ai déjà vite fait parler. Moi, je la vois comme un caillou, en fait, cette planète. Donc, c'est tout ce qui est matière première, déjà. Hein. C'est tout ce qui va être vraiment solide. Donc, elle peut nous parler de stabilité, mais aussi de persévérance. Et aussi de concentration, de profondeur. Par exemple, un Mercure, notre façon de penser avec un Admet, eh bien, ça peut représenter le côté très buté, parce que c'est la chose qui ne bouge pas, mais ça peut représenter aussi la profondeur, d'aller creuser les choses. Voilà, c'est quelque chose de très dense, donc ça peut symboliser aussi, par exemple, des connexions profondes, mais c'est aussi ce qui est inactif, stable mais inactif, donc ça peut symboliser l'arrêt, la période d'inactivité, et l'arrêt, l'inactivité, ça peut représenter également la mort. Voilà. Et Admet représente aussi les cycles. Ensuite, on a Zeus. Là, c'est vraiment tout ce qui... C'est la force violente, c'est tout ce qui a énormément d'ampleur. Donc, ça peut être la violence, la puissance ou l'influence. D'accord? C'est vraiment tout ce qui est... j'ai pas le mot en tête, mais qui prend de l'importance, quoi. La grande influence. Voilà. Donc, ça peut être... je sais pas si on a un Mars... un Mars-Uranus vulcain, par exemple, on a l'accident super violent, quoi. C'est pas le petit accident, c'est le pfff. Ça va envoyer du lourd. Voilà. Et Poséidon, ça peut faire référence au signe des poissons, hein, Poséidon.
Donc là, c'est tout ce qui est philosophie, spiritualité, conscience, esprit, tout ce qui parle de l'immatériel. Du coup, dans l'immatériel, on peut voir aussi tout ce qui est énergie subtile, aussi la radioactivité. On peut voir ça, hein, par exemple dans les catastrophes comme Tchernobyl, les atomes. Voilà, tout ce qui va être immatériel, tout ce qui va être aussi idéologie, ouais, notre façon de concevoir les choses, notre façon de penser, etc., etc. Voilà, et pour les points personnels, donc ce n'est pas la même chose qu'en astrologie traditionnelle. On a le MC, donc en astrologie traditionnelle, on est sur le milieu du ciel, la carrière, la destinée, l'image publique. Ici, ça va nous parler du je, du moi. Plus au niveau psychique, parce que ce qui va représenter vraiment notre corps, par exemple dans le cadre des maladies ou des accidents, on va plus regarder le soleil qui représente notre corps. Si on fait le mi-point MC soleil, ça va être je dans mon corps, voilà, hein. Donc on va retrouver tout ce qui est lié à ça. Donc voilà pour le MC, donc c'est vraiment un point, un des points qu'on regarde le plus, si ce n'est celui qu'on regarde le plus, bon, avec le soleil, lune, bien entendu, hein. Soleil, lune, MC, ascendant, nœud nord et point bélier, ça va être les points personnels et qui bougent d'ailleurs très très vite. C'est pour ça qu'en astrologie uranienne, il faut systématiquement faire une rectification horaire par rapport à certains événements, parce que, regardez, si je le mets à 36 par exemple, l'heure de naissance, on voit que le MC, il est plus du tout, il est pas loin de Saturne, mais en tout cas, les mi-points vont changer à quelques minutes près. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire une rectification de naissance, d'heure de naissance, parce que si jamais, t'emballes pas, parce que si jamais vous avez 5 minutes d'écart, finalement, que ce soit les prévisions ou même par rapport au caractère du natif, ce sera plus forcément la même chose. Donc, et comme on le voit, hein, je vous l'ai déjà montré, on passe à 40, vous allez voir l'ascendant et MC, ils bougent vraiment très très vite. Donc, ascendant. Ascendant, c'est pas pareil non plus qu'en astrologie traditionnelle, ça représente pas le corps, même si ça peut représenter quand même nous dans l'environnement. C'est vrai qu'en astrologie traditionnelle, c'est un petit peu notre masque, hein, on dit que c'est notre masque social. Mais l'ascendant, voilà, ça va représenter notre environnement, là où on se trouve, les relations, mais plus au niveau des connaissances. Finalement, ça me fait penser à la maison 3, un peu des Gémeaux, là, où c'est voilà, notre environnement proche, là où on se trouve. Et par exemple, dans le cadre d'un déménagement, on va regarder ascendant Pluton, parce que c'est l'environnement qui évolue. Donc généralement, on va trouver ce genre de figure. Ou alors, on va trouver d'autres figures dans le cadre d'un déménagement, comme être séparé du domicile, par exemple, un Cupidon Saturne, ou encore d'autres figures qu'il faudra chercher pour retrouver l'événement en particulier. Mais voilà, en tout cas, ascendant Pluton, on va beaucoup le voir dans le cadre des déménagements, parce que c'est l'environnement du natif qui change, ou qui évolue en tout cas. Donc je vous l'ai dit, les personnes aussi, mais pas forcément des personnes avec qui on est très très proche, ça va être plus les connaissances. Et le nœud nord, ça va représenter la liaison en fait, hein. Donc les relations, mais là plus intimes, les attaches, les liens. Donc par exemple, quand on parle de nœud nord Vénus, eh bien ça va être la relation amoureuse, nœud nord Mars, la relation de travail, entre autres, hein, c'est un exemple, mais ça peut être... voilà, ça peut avoir encore d'autres significations selon les planètes avec lesquelles on les lie aussi. Nœud nord, je sais pas moi, le nœud nord Zeus, la relation créative qui produit, qui crée. Voilà. Et le point bélier, donc c'est le 0 degré du bélier. Et ça représente notre rapport au monde, ou la relation que la Terre a avec nous également. Bref, donc c'est notre rapport au monde, et puis en fait c'est un peu le thème astrologique de la Terre, voilà. Donc en astrologie mondiale, on va regarder ce point-là pour voir ce qui parle dans son ensemble, quoi. C'est le côté mondial. Voilà, le rapport au monde, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là avant de dire des bêtises. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais en fait si, ça l'a carrément été. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez
un petit peu plus de renseignements sur cette astrologie uranienne. Je vous dis à très bientôt sur les Food Astro ou sur Create Your Paradise et je vous fais de très gros bisous. Au revoir.